Bienvenue dans cette émission. Nous allons faire la connaissance d'un producteur qui est Jean-Luc Michaud. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour TV8, 78. 78 même. Ah oui, il faut rajouter, vous savez, c'est les Yvelines. Vous, Oui. vous êtes depuis 30 ans dans les Yvelines d'ailleurs, dans la vallée de Chevreuse. Très heureux. Et très heureux. Alors, je disais producteur, on va dire peu à peu de quoi vous êtes producteur, mais au fond, s'il y avait un mot que vous mettiez sur votre passeport, vous pourriez mettre producteur. Je mettrais volontiers producteur, et la personne qui regarderait mon passeport dirait producteur de quoi? De quoi? Je lui répondrais producteur de belles histoires. Voilà. Et justement, parce que producteur, évidemment, il y a plusieurs facettes à ce métier. Il y a un volet financier, il y a un volet d'organisation. Mais derrière tout ça, producteur, c'est celui qui raconte des histoires. Oui, vous définissez tout à fait, moi, ce qui anime ma vie, professionnelle et personnelle. En fait, la seule chose que je sache faire, moi, dans ma vie, je crois que c'est raconter de belles histoires. Et ça me vient, je pense... De votre mère? Oui, je pense. Je pense que, voilà, elle m'a... Elle vous racontait des histoires? Elle m'a raconté, oui, les aventures de Nils Holgersson qui ont bercé toute mon enfance. Et bon, elle est partie l'année dernière, mais... si je me oui, c'est elle qui vous a remémore, ouvert, au fond, ça, à l'histoire, à la culture, au fond. Oui, hein. oui, et puis le voyage. Et au voyage. Parce que si vous avez regardé ma filmographie, Attendez, on n'est pas encore. il y a beaucoup de sujets qui parlent du voyage. Du voyage. Non, alors c'est vrai que, puisqu'on parlait de votre mère, on va parler d'abord de votre enfance en Moselle, c'est ça? C'est ça, la région, ce qu'on appelle le Pays Haut, la région des mines de fer, à la frontière du Luxembourg et pas très loin de la Belgique. Et d'Allemagne. Vous disiez mine, votre famille, jusqu'à votre père en tout cas, était une famille de mineurs, hein, c'est ça? Oui, mon père, non. Votre père était directeur d'école. Directeur d'école, mais effectivement, mes deux grands-parents étaient mineurs. L'un comme chef géomètre, l'autre comme mineur de fond. Mm-hmm. Donc ce qui occasionnait parfois dans les repas de famille, vous voyez, un problème de classe sociale, mais ça s'arrangeait toujours. Il y a un peu d'ascenseur social avec votre père, justement, non? Oui, parce que en fait, il a rêvé, lui, d'être ingénieur. Donc, avant de devenir producteur de films et producteur de vin... Vous avez été ingénieur? J'ai fait les classes préparatoires au lycée Faber à Metz, en fait, pour lui faire plaisir. Ah oui. L'ingénieur était tout puissant. Après, le directeur, c'était l'ingénieur dans les mines. Hein. Ouais. Et je lui ai fait plaisir. Et puis après, j'ai un peu bifurqué. Après, vous avez été HEC? Oui, j'ai fait le millier d'HEC, qui m'a fait rencontrer à la fois le tiers de la promotion, c'était des étrangers, donc des Brésiliens, des Argentins, et en même temps des professeurs, parce que c'est ça la technique du MBA, c'est il y a des professeurs qui sont là à temps plein, et il y a des professeurs qui viennent de l'extérieur, qui ont une expérience professionnelle de très haut niveau. Par exemple, moi j'ai eu comme prof Monsieur Borloo, Jean-Louis. Ah oui, d'accord. Voilà, Borloo, et qui invitait par exemple des gens comme Tapi. Ah oui. Et qui est capable d'inviter Monsieur Bouygues. Mmh. Donc c'est il y avait des gens qui étaient des entrepreneurs de terrain, quoi. Oui, et puis d'un très bon niveau. On a eu le président de Nestlé, on a eu tous ces gens-là, voilà, qui m'a permis, si vous voulez. Puis les profs aussi étaient à la fois à mi-temps profs et en même temps travaillaient. Par exemple, moi, dans la finance, j'ai eu Monsieur Verlimen, qui était directeur général à Paribas à l'époque, et qui a amené les Sofica dans le monde du cinéma. Donc il y avait une émulation entre nous, mais aussi un corps professoral exceptionnel. Ouais. Et c'est vrai, oui, c'était à l'époque où c'était... Alors, il y avait deux lignes comme ça. Il y avait, en effet, HEC qui invitait des gens qui étaient dans l'entreprise. Et puis, à l'université, on disait, oh là, surtout pas d'entreprise. C'était voilà, on allait se faire acheter. C'était l'après 68, hein, donc... Oui, on se faisait acheter par le monde professionnel, mais il fallait quand même y aller dans le monde professionnel. Autant rencontrer ceux qui étaient aux commandes. Et alors, à HEC, vous avez une copine dont le père est producteur de films. Oui, absolument. Donc, le producteur de films s'appelle Gérard Bétou. C'est lui qui, entre autres, produit Tous les gendarmes à Saint-Tropez, par exemple. Et comme j'étais avec Alexandra, sa fille, dans le même groupe de travail, j'ai eu la chance, parce que HEC, c'est aussi des stages, c'est aussi des rencontres avec le monde extérieur. Et j'ai été sur un film qui s'appelle, son dernier d'ailleurs, L'été meurtrier. L'été meurtrier, de Becker. De Becker avec Adjani Souchon. Voilà, donc génial, comme stagiaire, quoi. Oui, comme stagiaire à tout faire. Donc je conduisais Adjani, j'allais dire, le matin, je servais le café, j'apprenais le métier de base. Et vous vous doutez bien qu'un petit gars qui vient de la Moselle et qui découvre ça n'a aucune envie, après ça, c'est de faire... Alors moi, j'appelais ça le showbiz.
Voilà. Et je mettais tout dans le showbiz. Je mettais la pub, la télé, la radio, les disques. Tout ce qui se voyait un peu, quoi. Tout ce qui se voyait un peu, voilà. Et elle était comment, Adjani? On dit comme ça. Alors, Adjani était... Oui, non, mais elle était... C'est quelqu'un... Une star, hein. Oui, c'est une star. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui parlait peu, qui se protégeait beaucoup, et qui... comment dirais-je, était venu sur le film avec une grâce, enfin qui était sur le film avec une grâce. Elle est magnifique. Elle est sublime. Et puis la lumière du sud de la France, de la voir face à Souchon. Et Souchon, oui, c'est ça. Ouais, mais qui est l'antithèse. Qui est l'anti, oui. Qui est du séducteur, un camionneur qui répare des voitures, tout ça. Ça faisait un mélange entre les deux qui était étonnant. Et elle a su s'adapter, elle, au métier, j'allais dire que voilà, et il y avait une atmosphère qui était avec Becker qui était exceptionnelle. Alors, j'ai pas été la durée totale du film parce que j'avais quand même des études à faire. Non, mais c'est sympa. Mais c'était voilà un bon souvenir, quoi. Un bon souvenir qui m'a permis de m'accrocher. Oui. Alors justement, vous terminez vos études et puis donc c'est des études sérieuses. Donc vous devenez directeur financier, mais à France 3. C'est Serge Moati qui est président de France 3 à l'époque. Hein. Oui, qui était le directeur général, les directeurs des programmes. Directeur général, voilà, c'était après l'après 80 un peu. Voilà. Et Serge Moati, grand réalisateur hein, aussi de téléfilms notamment. Et producteur. Et producteur. Et puis après, il a fait beaucoup d'émissions politiques, etc. Mais là, il était directeur de France 3, et donc là, vous apprenez à gérer, évidemment, mais aussi vous êtes au contact de ce que vous appelez le showbiz. Ah ben, j'étais en plein là, et je pense que Serge m'a choisi parce qu'il avait le choix, évidemment, entre beaucoup de gens qui était en interne déjà un peu on va dire, au placard, des gens comme ça, et lui qui déboulait là et qui était un vrai saltimbanque, il s'est dit, ce petit-là, il va pas beaucoup m'embêter, il va s'occuper des finances, tout ça, donc j'ai été... Il va pas vouloir ma place. Non, surtout pas, non mais j'avais 25 ans, hein. Donc voilà, et ça m'a permis, évidemment, parce que France 3 Cinéma, cette filiale, qui n'existait pas. France 3 a eu la première des 3 chaînes publiques à avoir la carte de coproducteur, mais la dernière à se doter d'une filiale que donc j'ai créée. Ça m'a permis, en coproduisant une quinzaine de films par an, j'y suis resté 4 ans, de rencontrer, que ce soit Fellini, que ce soit Jean-Yann. Vous voyez, le spectre est large, hein, entre Liberté, Égalité, Choucroute et Ginger et Fred. J'allais dire, j'ai fait la totale, là. Pas mal, comme rencontre. J'étais invité de marque, on va dire. Je donnais des sous, j'avais le droit de venir, de regarder. Et Serge choisissait l'éditorial. Et de rien dire sur le fond. Non. Mais alors, ça vous tente, et au bout de 4 ans, voilà, vous restez 4 ans, et vous dites, bon, ben, ça y est, je vais monter ma boîte, quoi. Oui, parce que la devise HEC, c'est apprendre à oser. Oui. Donc, à un moment donné, oui, changement de président, voilà, et l'opportunité s'est présentée pour que je vole de mes propres ailes. Alors, c'est une maison de production de films et de téléfilms. Au total, il y a une quarantaine, une quarantaine de... Oui, absolument, une quarantaine, et je l'ai fait... Cette boîte de production a été montée avec mon épouse, hein, qui est montée en gamme, entre guillemets, par rapport au travail de base. C'est facile de travailler en couple, hein. Non. Oh, je dirais oui, je serais menteur. C'est stimulant, c'est des fois agaçant. Non, je rigole parce qu'on est en train de se refaire pour la 2e fois avec mon épouse la série House of Cards. Oui. Voilà, avec Robin Wright et donc, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un couple, hein, on connaît bien House of Cards, qui monte les marches pour arriver président des États-Unis, et il y a des fois ça grince. Surtout dans le domaine subjectif qu'est, j'allais dire, la production d'un film. C'est-à-dire que à la base, c'est quand même la lecture d'un scénario. Oui. Donc on peut, voilà. Mais ceci dit, bon, voilà, elle a été complémentaire, et à un moment donné, je me suis même appuyé sur elle, évidemment, beaucoup, puisqu'elle est arrivée à produire elle-même, j'allais dire, des films remarquables. D'accord. Oui, voilà, il y a eu une répartition. Alors, ça commence quand même très bien, votre affaire, là, parce que le premier film, c'est peut-être pas le premier, mais... Si, le premier. Le premier, hein. Oui. Ça s'appelle La colline aux 1000 enfants. C'est l'histoire qui se passe pendant l'occupation, c'est à Chambon-sur-Lignon, et c'est... Il y a un pasteur, enfin, il y a des gens qui organisent, au fond, tout
tout un réseau pour accueillir des enfants juifs qui viennent de partout, hein, qui viennent pas seulement de Ah oui, France, et là, hein. j'ai eu la chance d'avoir une copie, un peu, parce qu'il y a eu ce village, une rafle, et donc il y avait des... Comment dirais-je, il y avait un cahier où on a déporté ces enfants, et on pouvait voir qu'ils venaient de Pologne, de Lituanie, Oui. De Serbie. Ils avaient organisé, voilà, pour sauver des enfants juifs. Pas si facile que ça à produire, ce film. Il a fallu que vous fassiez appel à des personnalités, notamment à l'abbé Pierre. Oui, alors ça n'était pas facile à produire parce que c'était un film cher. Oui. Et comme c'était ma première production, qui dit production en général, on vous laisse faire vos preuves sur un petit film. Oui, oui. Et là, pas de Et bol. là, ça commence par un gros. Ça commence par un gros film parce que on est en tournage extérieur tout le temps. On a une trentaine d'enfants à gérer. Et donc, oui, ça n'a pas été facile. Oui, c'était un tournage qui s'est fait pratiquement en un mois. Alors qu'en général, on fait des tournages en 22-23 jours. Là, c'était pratiquement 30 jours. Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir les crédits et le budget, il a fallu que j'ai un petit coup de pouce, j'allais dire, d'un collectif que j'ai été chercher et des gens qui ont compris l'intérêt. Deux communautés opprimées en des temps différents qui se tendent la main. Oui. Je trouve que comme message, c'est pas mal. Je vous rappelle que je raconte des histoires. Et en plus, cette histoire, elle m'a été contée à New York. C'est vrai, hein, Ah oui, c'est une opération tout à fait vraie. Hein, voilà. On pense qu'il y a 5000 enfants hein, qui ont été sauvés. Et d'ailleurs, le village de Chaumont est au Yad Vashem, donc à Jérusalem, comme juste des justes. Juste. Voilà. Alors l'abbé Pierre, comment il intervient ? Parmi les gens, évidemment, qui ont participé à mon équipe de choc pour convaincre les gens de mettre un peu de sous, c'est une coproduction européenne. Hein. Il y a la RAI, il y a les Belges, il y a les Suisses, il y a même les Hollandais. Voilà. L'abbé Pierre, bon, il y avait chacune des communautés qui étaient intéressées par l'histoire avait produit ce qu'il fallait. Lettre qui vous a... Oui, cette lettre-là, voilà. Donc, j'ai pensé que l'abbé Pierre, qui avait lui aussi, en 54, participé à des opérations qui étaient très proches des gens, hein, voilà, par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Voilà, sur la partie catholique, on va dire, de la présentation du projet. Oui, parce qu'il y avait des protestants, voilà, il y avait oui, c'est très économique. Hein, ah oui. Le sujet, en fait, c'est l'homme, hein, c'est des gens bien, quoi. C'est des gens bien, voilà, c'est des gens bien. Et donc, oui, on a été le voir avec Jean-Louis Lorenzi, le réalisateur, 2 fois. Et on avait prévu d'organiser, et on l'a organisé, une très 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 belle projection à la salle Wagram, vous savez, la fameuse... Oui, absolument. Ça a brûlé maintenant, mais... Ça a brûlé maintenant. C'était Jacques Martin qui... C'est Jacques Martin qui faisait ces émissions-là. Voilà, donc c'était une opération vraiment de prestige. De production de prestige qui était sublime. Et comment dirais-je, l'abbé Pierre, ce soir-là, n'a pas pu participer parce que le lendemain, il partait à la Réunion. Et comme il avait déjà un certain âge, il était fatigué, voilà, donc il n'a pas voulu se déplacer. Donc il a dit, je vous écris une lettre. D'accord. Et l'organisation était telle, c'était magique, je me souviens encore, c'est que avant que le rideau se lève complètement, parce qu'on était dans une salle de cinéma, et qu'on avait tourné le film en 16 mm, ce qui nous a permis de le booster en 35. Et à l'époque, on n'était pas au numérique, hein, donc on était encore sur de l'argentique. Et au moment où le rideau se lève, la fin de l'annonce de l'abbé Pierre s'arrête et le film commence. Ah, c'est beau. Donc toute la lettre de l'abbé Pierre a été lue par lui. Oui. Par lui, on l'avait enregistré. Beau moment, et beau souvenir. Oui. Alors, je dis ça commence bien parce que, d'abord, il faut dire que c'est le premier film de Guillaume Canet, je crois. Hein. Oui, Guillaume Canet qui avait, je pense, 16-17 ans à l'époque, et qui avait déjà cette énergie vitale qu'on le connaît. Qui était des Yvelines d'ailleurs aussi. Bien sûr, qui est des Yvelines, et qui avait toujours, j'allais dire, alors qui était déjà intéressé, vous voyez, par la mise en scène et par Ah oui, qui regardait. Il était tout le temps en train ou de m'appeler, ou de me regarder, ou d'aller voir le réalisateur pour lui dire, pour suggérer, tiens, si on faisait ça, si on faisait ça. Voilà, c'était le seul qui était très appliqué dans quelque chose. Et après, écoutez, il a fait la carrière qu'on connaît. Il fait la carrière. Il y avait aussi Magimel, Benoît Magimel. Benoît Magimel aussi, oui. Et alors,
j'ai dit ça marche, vous avez à côté de vous ce que vous avez obtenu grâce à ce film, un Emmy Award. Je vois que vous la regardez, vous avez envie certainement de la prendre dans vos mains. Ah bah ouais. Allez, je vais faire croire. J'ai gagné un Emmy Award. Pas tout à fait, malheureusement, c'est à vous. Merci, Patrice. C'est magnifique, ça. Premier film, oui. Énorme succès. J'allais dire, non pas un juste retour à la source, parce que évidemment, rien n'est juste dans le cadre d'un prix, mais l'histoire de La queue de nos 1000 enfants, elle démarre sur un banc à Central Park à New York, où une productrice américaine, j'étais là-bas en voyage de business, savoir si on pouvait travailler avec les Américains. J'ai vite compris qu'à part leur donner des sous pour que James Bond vienne 3 minutes dire à l'Arc de Triomphe, faire des claquettes et reparte, ça ne marcherait pas. Mais un jour, Unifrance m'a organisé un rendez-vous à Central Park où une productrice américaine, me raconte cette histoire formidable. Parce qu'elle avait une déclinaison américaine que je n'ai pas mis dans le film, sinon il fallait faire une série. Voilà. Et 4 ans après, je me retrouve au Hilton, là où on remet les Emmy Awards, à côté de Tom Hanks, Spielberg, Bruce Willis, tous les gens qui ont commencé à faire de la télévision et qui ont obtenu les Emmy Awards. Aussi, je le salue, enfin, vous n'êtes plus parmi nous, Hervé Bourges. Ah oui, je bien connais qui était le président. Bien sûr, qui m'a bien aidé. Hein. Alors, bon, on va pas faire les 40 films, hein, évidemment. Quelques-uns comme ça. Il y a eu Petite vacances à Knokke-le-Zout avec Miu Miu. Oui. Alors que c'est une femme très simple, voilà, qui part comme ça, qui s'enfuit un peu de chez elle. Magnifique, hein, Miu Miu. Ah oui. Et elle a voulu faire le film. Alors moi, évidemment, j'ai comme tout le monde une affection particulière pour la bande du Splendide et pour Miu Miu. Mais elle a voulu faire le film parce que le film commence pratiquement où elle, femme de foyer, elle fait une... très modeste, hein. Oui, modeste, et elle fait un mamba dans sa cuisine. Oui. Avec des casseroles, avec tout. Elle m'a dit, mais ça, monsieur Michou, j'ai jamais fait ça. Ça, je veux faire. Je sais pas faire. Mais c'est pas grave, on va vous donner quelqu'un qui va vous apprendre à danser le mamba. Et l'idée de travailler avec Bidot, Jean-Luc Bidot, Jean-Luc Bidot, comme Suisse, son mari, suisse, hein, donc c'est une copro effectivement avec les Suisses. Magnifique acteur aussi, qui est magnifique acteur. C'est des grands acteurs quand même. Hein. Ah, mais c'est des acteurs qui ont une personnalité certaine. Hein. Et pour finir, c'est quand même l'histoire, c'est un truc incroyable. C'est quand même quelqu'un qui, une femme au ménage, donc qui par définition s'occupe de son ménage et point, décide de faire le parcours de la moitié pratiquement de l'Europe, puisqu'elle décide d'aller rejoindre... Avec sa Diane. Avec sa Diane rouge. Rouge. Donc on a dû en acheter 2. La Diane, c'était une Citroën, hein, pour les oui, voilà, c'était ce qu'il y a... C'était un peu au-dessus de la 2 chevaux, quoi. C'était un peu au-dessus de la 2 chevaux, voilà, mais ça tirait pas plus, hein. Et donc, elle fait des économies pour d'abord passer le permis, c'est très compliqué, après elle fait des économies pour racheter la voiture, après elle prend son voisin pour lui servir de guide, et elle décide à un moment donné, en laissant une petite lettre, de partir. Son mari panique, pensant que c'était pour quelqu'un, pas du tout. Elle fait donc ce trajet jusqu'à Knokke-le-Zout, en Belgique, sur la mer du Nord, pour donc, en fait... C'est un peu le Saint-Tropez belge. Hein. Bah, oui, alors c'est... Oui, avec, on va dire, et le soleil et le bâti en moins. Voilà, la plage est belle. C'est une belle plage, oui. Oui, c'est une belle plage. Alors, je vous presse un peu, parce qu'il faut qu'on avance. Et elle rencontre Arnaud. Elle rencontre Arnaud, le chanteur, pour lui dire une seule chose. Elle fait la traversée de l'Europe pour lui dire juste une chose, sans même lui dire... Ils se retrouvent, on sent qu'ils ont été amis bien longtemps avant. Elle lui montre son carnet avec les photos, comme on fait d'habitude. Et là, on comprend que son premier fils, à Miu Miu, c'est le fils d'Arnaud et d'elle. Donc elle a fait ça pour passer 1 heure avec lui. Point. Voilà les films dans lesquels je suis prêt à partir. Alors, on pourrait parler aussi d'un film sur le handicap, Les Poissons Marteaux, avec Michel Bernier. Oui. Très, très joli. Et puis, alors, celui-là, on va juste un mot aussi, Les Hirondelles d'hiver, c'est un film sur le travail des enfants. Qui se passe où? Alors, c'est l'histoire des petits ramoneurs savoyards. C'est ça, le petit ramoneur savoyard. Voilà, qui est juste à l'année 1899. On a choisi le passage au XXe siècle justement pour ça. Et étant lorrains comme les Alsaciens, les petits ramoneurs, c'est une culture qui nous est familière. Voilà. Et donc, j'ai voulu, encore une fois, vous voyez, un film sur les voyages.
je parle de la colline aux 1000 enfants, je parle là des petits ramoneurs. Je me suis penché sur quelle était leur vraie culture. Et on apprend des choses extraordinaires avec ça. C'est-à-dire que c'est des petits-enfants qui sont dans les régions de la Tarentaise ou de la Maurienne, là, parce que j'ai choisi la Savoie, loués. Donc vous avez un loueur qui passe, qui siffle. On dirait presque de l'esclavage aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, ça c'était de l'esclavage. Donc, comme les familles étaient nombreuses à l'époque et très pauvres, quand les vaches étaient rentrées, qu'il n'y avait plus de foie, il fallait 10 gamins à nourrir. Donc on en nourrissait un moins, voilà. Alors voilà, donc il passait dans les localités, il avait, j'allais dire, sa trompette, donc voilà, et il venait dealer. Il venait dealer dans le sens où il venait louer aux familles les bras de leurs enfants. C'est ça. Voilà. Qui passait à travers la cheminée. Hein, et qui devait passer évidemment par la cheminée. Il y a Laurent Deutsch alors dans le film. Alors là, il y a Laurent Deutsch, il y a Max Boublil, il y a Patrick Rénal qui tient le rôle principal, il y a Parmentier. On apprend que, par exemple, ces enfants faisaient du ramonage, mais faisaient plein de métiers. C'est-à-dire qu'à la fois, ils portaient chance, donc dans les mariages, on les prenait pour leur faire poète-poète, vous savez, comme pour les chapeaux des marins. Des marins, c'est pareil. Ils avaient des marmottes qu'ils avaient apprivoisées, qui étaient là, donc ils faisaient la blague sur la place du village. Ils chantaient, souvent des chansons un peu grivoises, ça faisait marrer le bourgeois, donc on leur jetait des pièces. Et ils avaient une langue qui était une langue à eux, qui était un mélange de provençal et d'allemand. Alors les deux. Pourquoi ? Parce que chaque cheminée était, j'allais dire, devisée, donc en fonction de la taille, du nombre de cheminées. Voilà. Et entre eux, une fois que le bourgeois avait dit c'était celle-là, celle-là et celle-là, ils parlaient entre eux dans une langue que l'autre ne pouvait pas comprendre. Et voilà. Et donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'il arrivait à. Si on prend les films comme ça, et de façon générale, c'est tous des films qui ont un sens, quoi, qui ont une portée, voilà, qui traitent d'un sujet. Oui, d'un sujet comme le handicap. Il y a beaucoup de films historiques aussi dans ce que vous avez produit. Alors, mais c'est vrai que c'est ça. Hein, on pourrait dire s'il y a un fil conducteur, c'est celui-là. Alors c'est celui-là parce que. Et c'est le voyage aussi. Enfin, c'est le voyage. Il y a beaucoup de films aussi sur les enfants. Aussi quand même. Hein. Oui, voyage, nostalgie, les enfants. Vous savez, si mes films ont plutôt bien marché en termes d'audience, et j'avais toujours comment dirais-je, j'avais toujours mon cœur qui se serrait quand je partais faire des films et que je voyais, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de parabole, il y avait encore les râteaux, et que j'étais au fin fond de la Lozère et que je disais qu'à un moment donné, à soir, même là, oui, on voyait voir mon film. Voilà. C'est vrai que c'était une époque où les gens, en gros, regardaient à peu près tous la même chose et pouvaient en parler le lendemain matin. Ah ben c'est clair. Moi, alors, à un moment, justement, vous parlez de cette époque-là, mais l'époque change un peu et bon, ce qu'on vous demande surtout, je disais, vous faites des films qui ont du sens et on vous demande surtout de faire de l'audience après. Oui. Alors après, le marché a évidemment, et la façon de faire les films a beaucoup évolué. On est tombé évidemment avec la TNT dans un monde qui était beaucoup plus, j'allais dire, sélectif, voilà. Et même le service public, voilà, ça n'a pas loupé. Non, il s'est mis dans la course à la concurrence et à l'audience. Entre le service public et le privé, quoi. Voilà. Et donc. Voilà, les gens s'en plaignaient, mais bon, voilà, c'était comme ça, il fallait faire avec. Donc, j'y trouvais plus mon compte à 100%. Ça vous amuse plus, quoi. Non, ça m'amuse plus. Donc, vous vous dites, tant qu'à faire du fric, autant faire autre chose. Vous vous lancez dans l'immobilier, là, c'est ça? Oui, alors donc, j'ai investi dans l'immobilier qui a l'avantage, c'est qu'en général, on vient pas vous demander une audience le lendemain, hein, c'est du rendement pur et dur. Et au même moment, je vais dire, ma femme prenant le pas sur des productions aussi très intéressantes, mais on voit bien que notre monde de liberté, à nous les créateurs, parce qu'un producteur c'est aussi un créateur, hein, c'est quelqu'un qui sait discuter, qui raconte des histoires, c'est quelqu'un qui sait lire un scénario, qui discute avec un musicien. Et donc, on voyait bien que notre champ de liberté se rétrécissait de jour en jour. Oui, donc ça ne vous amuse plus. Et ça nous amuse plus beaucoup. Et tout à coup, je me pose la question réellement en disant, je vais faire quoi, à part faire de l'immobilier, qui est quand même pas très créatif. Ah donc, oui, ben quand même. Si, alors, on parlait de l'hirondelle, mais ça, se passait en Savoie. Et voilà, vous allez en Savoie. Oui, alors là, c'est de l'immobilier, mais qui est de la rénovation.
Donc c'est pas de l'immobilier purement spéculatif, c'est de la rénovation, puisque... Vous achetez un château. Oui, mon épouse et moi, on est très rando, montagne, voilà, plutôt Chamonix avant de découvrir la Combe de Savoie, et je suis amoureux du vin depuis très longtemps, depuis le jour où je suis tombé dans une dégustation avec un cheval blanc 64, et je me suis dit, c'est pas possible qu'on arrive à faire des trucs pareils. C'était exceptionnel. Donc du coup, je me suis dit, en tout cas mon cerveau reptilien a dû, j'allais dire, ça fait son chemin, quoi. Oui, c'est ça, ça a dû dire... Mais là, d'abord, vous achetez un château qui s'appelle le château de Bourdoux, hein, c'est sur le lac du Bourget. Oui, c'est sur le lac du Bourget, parce que, étant amateur de vin, je suis abonné à la Revue du vin de France, qui est la Bible, le Graal, et qu'à un moment donné... J'ai travaillé pour eux, moi. Eh bien, ça se voit. Vous êtes amateur de vin aussi, et de bon vin. Donc, je tombe sur un article, où j'étais encore producteur de films, mais je tombe sur un article qui se passe avec l'interview de quelqu'un qui est savoyard, mais qui cumule à la fois œnologue et à la fois guide de rando. Donc je prends contact avec ce guide de rando, et je fais de Chamonix, et je passe à la Combe de Savoie pour commencer à connaître quel type de vin et la région, et comment on fait du vin. Donc là, il m'emmène voir. Du bon vin en Savoie, il faut le savoir. Oui, il y a du bon vin. Oui, il souffre encore un peu de l'image des années 60 où il fallait alimenter les stations et rapides. Ouais. Voilà. Mais il y a du très bon vin. Il y a des très très bons vins. Et alors là, il y a quand même. Alors là, c'est assez marrant parce que être producteur, c'est prendre des risques. Et donc vous achetez ce château et vous en faites un hôtel et un restaurant, c'est ça? Oui. Et puis je crée une vigne au pied du château. Et vous créez une vigne. Mais d'abord, on va venir à la vigne après. Mais vous faites un hôtel avec des suites, un restaurant qui a tout de suite une étoile, je crois. Non, il n'a pas eu une étoile parce que j'en ai pas voulu. Il a eu 15,5 au Guemillot, c'est-à-dire qu'il était mieux classé que les restaurants qui étaient autour. Ouais, ça m'a fait un peu de jalousie. Non, qui m'a fait que des amis. Bon, voilà. Et cette suite, mais pareil. Mais vous n'êtes pas du métier du tout. Non, mais j'étais pas producteur non plus. Vous savez que métier de producteur, il n'y a pas d'école pour ça. Vous êtes un escroc. Et j'allais vous dire, quels sont les métiers dans lesquels il n'y a pas d'école pour former? Il y a les escrocs. Hein, bon, les politiciens peut-être. Oui. Bon, mais... Et la production. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez le sens des affaires. Alors, on parlait de la vigne. Oui, vous faites une vigne pardon, qui est en amphithéâtre romain un peu. Oui, amphithéâtre grec-romain. Le vin qui nous est apporté en Gaule est venu par les Romains. Hein. Et donc, comme il n'y avait pas de vigne créée, en fait, j'ai acheté un château et j'ai créé ma vigne après. Voilà, c'est ça. D'habitude, on fait l'inverse. L'inverse, oui. Voilà, moi, la vigne n'existait pas, hein, c'est vous qui l'avez créée. Non, absolument pas, elle n'existait pas, il n'y avait pas de vigne là, il y avait pas. Donc, pourquoi? Pour à la fois retrouver les sources du vin, donc les amphithéâtres grecs, romains, à la fois pour pouvoir travailler avec 3 lignes de regard, quelque chose qui, en bas, pouvait ressembler à une scène. C'est-à-dire que je rêve de faire un spectacle qui se passe en bas de la vigne, où les gens prennent assise dans la vigne. Voilà, c'est ça mon objectif final. Voilà, et je me suis rapproché, pour pouvoir la créer, des 2 plus grands, pour moi, vignerons du bassin savoyard, les frères Grisard, dont Michel Grisard qui fournit la cave de Marc Véra, par exemple, avec sa vendeuse rouge. Pas rien. Donc c'est pas des amateurs. C'est magnifique. Et ils ont, ce qui est incroyable, c'est qu'on aurait pu imaginer qu'il y a une certaine, comment dirais-je, dans le métier de la viticulture, il y a une certaine prudence en général. Voilà. Aujourd'hui, les choses se libèrent un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont en AOP, qui ne veulent plus être en AOP pour avoir les mains libres et faire 10, par exemple, en Alsace, fait des mains merveilleux, c'est des vins de table. Mais il se fout de savoir quel est le cahier des charges pour être en AOP. Il fait des vins qui sont référencés à la Tour d'Argent. Hein. Ouais. Donc c'est ça qui est exceptionnel. C'est pour ça qu'avec mes 2 compères, c'est-à-dire qu'ils racontent comme moi des belles histoires, on s'est mis autour de la table et on va dire qu'est-ce qu'on va faire. Faire, je veux dire, des vins rouges. Mon ami Michel
on fait des Oui, excellents. Qui existe déjà, oui. Oui, Faire des blancs. Des choses qui existent déjà, quoi. Faire des blancs, c'est pareil, ils font des blancs superbes. De l'autre côté, des Marestels, de l'autre côté, puisqu'on est à la frontière avec le Rhône, c'était facile. C'était difficile pour moi. Et comment j'allais trouver ma place et comment j'allais pouvoir m'exprimer comme producteur de vin. Comment j'allais pouvoir ramener ma fraise, si vous voulez. Pour vous raconter les choses rapidement, mais vous avez finalement revendu le château et le restaurant, vous avez gardé la vigne. Oui. Et c'est là que sont nés les Amants du Lac. Mais oui, parce que le lac du Bourget, c'est le lac des romantisques, hein, c'est la Martine. C'est la Martine. Georges Sand a écrit un bouquin. Oui, dans ce château, il y avait même eu la reine Victoria qui était venue. Oui, la reine Victoria, bien sûr. J'ai pu trouver aux archives de Windsor, comme elle écrivait tous les soirs dans son journal, quelque chose. Gilles là, qui passait dans une photo. Ah oui, Gilles est un de mes ambassadeurs, oui. Là, là, la photo qui est passée, on était au 39e, là, chez Frédéric Varneau. Racontez-moi un peu ces Amants du Lac. Alors, du coup, vous dites, voilà, je ne veux pas faire un rouge, je ne veux pas faire un blanc. Et vous faites, alors, déjà, un effervescent. La bouteille ressemble, si je peux, on pourrait dire un champagne. Alors, on n'ose pas dire champagne, parce que... oui, c'est du vin de Savoie, on n'a pas... Non, on n'ose même pas dire Savoie, parce que il faut demander une autorisation que je n'ai encore pas demandé, puisque c'est un vin de France. Donc, c'est un vin pétillant. C'est un vin pétillant, voilà. Moi, j'aime pas le mot crémant, j'aime pas le mot mousseuse, donc c'est un vin... Moi, je dirais effervescent. Et moi, je dirais même une chose, hein. Comme je conserve, vous voyez, la bouteille qui est couleur cannelle. Elle est magnifique, la bouteille, et quand vous voyez, j'allais dire, le minimum qu'il y a sur l'étiquette, j'allais dire, pour moi, c'est un vin de mystère. C'est ça. Qui permet de raconter des histoires. Raconter des histoires, encore. Encore. Qui permet de raconter des histoires. Pour l'anecdote. D'abord, c'est beau, les Amants du Lac, évidemment. Oui, les amoureux. On a tous envie de oui, c'est une notion. Oui, les romantiques. C'est une notion qui, aujourd'hui, fait du bien à vivre. Voilà. Donc, je sors du cadre, vous voyez, des grands vins de champagne qui sont là pour les grands événements. Voilà, c'est un vin qui est sur le plan de l'achat tout à fait à la portée de tout le monde, mais qui a une très très belle histoire. Ça fait 5 ans qu'il attend sur latte de trouver quelqu'un qui va faire sauter le bouchon pour pouvoir le déguster. Et j'ai poussé, vous allez trouver le jeu de mots très mauvais, le bouchon, jusqu'à, sur l'étiquette, vous avez les Amants du Lac, c'est l'écriture, le L de les Amants du Lac. Oui, c'est la Martine, non? C'est la signature du L de la Martine. La Martine, oui. Donc j'ai pu récupérer un de ces dessins. Alors, c'est une production, vous voulez pas faire une production gigantesque, j'ai pas la place, j'ai 1000 mètres carrés. Et 1000 bouteilles, quoi. 1000 bouteilles numérotées, série limitée, premier cru. Et qu'il y a eu comme ambassadeur Philippe Pudlowski, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, qui l'a trouvé étonnant, ça par rapport à la personnalité, je crois que ça ne va pas vous gêner, qu'il a trouvé original, qu'il a trouvé très long en bouche, élégant. Je ne pouvais pas rêver mieux. Non, mais c'est vrai. J'ai cru qu'il parlait de moi. Et quand je disais champagne, c'est-à-dire ça peut, voilà, plutôt qu'en champagne, on peut prendre les Amants du Lac, quoi. Hein, oui. En gros, c'est ça, c'est le même créneau, si je peux dire. C'est le même créneau, c'est une autre histoire. Ouais. C'est une autre histoire, et surtout que la plupart des champagnes que vous avez dans des gammes de prix qui peuvent intéresser tout le monde, sont des champagnes qui ont été au maximum 12 mois sur latte. C'est pour ça que le mien avec 5 ans sur latte, d'ailleurs, quand vous l'ouvrirez, vous verrez qu'il a une teinte un peu jaune. Or, en fait, souvent, les champagnes, les créments, qui sont très récents, c'est du blanc. Voilà. Donc, ça veut dire que les levures ont travaillé pour donner une définition, j'allais dire, un peu plus aromatique. D'autant que ma vigne, pour ne pas laisser mon champagne et mes cèpes tout seuls, je l'ai doté de plantes. Ma vigne est plantée de fleurs. Ah, d'accord. On trouve des iris, on trouve des roses. Ouais, c'est-à-dire que quand vous allez au printemps, vous n'avez pas seulement des pieds, vous avez une vue. Et puis j'ai poussé le bouchon plus loin, encore une fois, en y plantant aussi des plantes aromatiques. C'est-à-dire vous y trouvez du serpolet, du romarin, du thym. C'est-à-dire que non seulement c'est beau à voir, mais aussi c'est bon à sentir. Bon. À sentir, oui. Voilà. Comment si les gens sont intéressés pour acheter des Amants du Lac? Alors, il y a un site qui est dédié, ouais, bon, je pense que vous allez le mettre en copie quelque part, voilà, et sur le site, vous verrez que sur le site, je vais au-delà de la vente d'un cru. Je raconte aussi
l'histoire et je crée un club des épicuriens, ce club qui aime le beau et le bon. Voilà, et donc il y a une cave, il y a aussi une galerie d'art, puisque j'ai la chance, moi, d'avoir 47 photos des plus grands comédiens, comédiens pris dans leur loge. Dans leur loge, en noir et blanc, dans les années 80, avec leur signature, leur signature de la définition, c'est quoi une loge de théâtre pour vous. Alors, vous avez des trucs assez étonnants. Vous avez Roland Blanche qui dit j'ai longtemps hésité entre les chiottes et ma loge. Aujourd'hui, je sais où je dois aller. Bon. Et puis, vous avez des choses plus classiques. Oui, il y a plein. Miu Miu, voilà, écrit qu'elle est un peu mort. Enfin. Oui. J'ai Rochefort, j'ai Belmondo, j'ai Poiret, j'ai tout ça. Et voilà, ce que je veux dire à nos téléspectateurs, c'est que on a Donc allez sur le site. Alors, le site, il s'appelle comment? Alors, le site, c'est Ecuador, ECUADORS au pluriel, le tiré normal, club, CLUB.io. Voilà. Ecuador-club.io. Oui, on va le mettre. Et vous me verrez déguster, vous verrez. Voilà, je raconte ma vie, je raconte la vie de la. Et puis. Et surtout. Il y aura peut-être notre émission dessus. Ça serait formidable. Comment le milieu du vin, il vous regarde comment? Alors, au début, évidemment, on nous a regardé de haut, parce qu'on s'est dit, de toute façon, avec 1000 bouteilles par an, il ne va pas beaucoup nous gêner. Mais quand ils ont commencé par voir que, évidemment, les influenceurs, les gens de la profession, entre guillemets, qui ne sont pas savoyards, m'accompagnent avec comment dirais-je, un accueil qui est tellement dithyrambique qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de tourner autour de moi. Globalement, j'ai des propositions d'achat carrément de la vigne. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc ça marche aussi, quoi. Oui, ça peut marcher. J'ai pas dit oui. Hein. Vous savez, je suis pas une fille facile. Hein. Non. Et ben voilà, on va conclure sur ce mot. Oui, si vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Luc Michaud. Donc, merci, Patrice. Voilà, Ecuador. Hein. Ecuador-club.io. Et joyeuse Pâques, vous voyez. Sur les posts que vous allez voir, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai les deux réseaux sociaux, si les gens vont s'y inscrire, vous verrez que j'ai un super ambassadeur qui vient de sortir là du chapeau, c'est qu'à de le dire, c'est Jeannot Lapa. Et Jeannot Lapa, pour Pâques, va devoir séduire une poule pour lui faire des œufs extraordinaires pour nos enfants. Cette poule s'appelle Lily. Et il va se servir, évidemment, pour la séduire, des amants du lac. Forcément. Évidemment. Vive les amants du lac. Merci beaucoup, Jean-Luc Michaud.